Salut, c'est la Domitier du montage. Je me suis rendu compte en montant que l'épisode était beaucoup trop long. 2 heures, ça me semble vraiment beaucoup. Du coup, je vais le faire en deux parties. Là, vous allez écouter la première. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à regarder la seconde. On a également oublié de préciser, mais c'est notre tout premier épisode, donc soyez indulgents, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a que nos amis et la famille qui nous écoutent. Donc, plein de bisous à vous. Merci beaucoup. Bon épisode. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Autopsie littéraire. Aujourd'hui on va parler d'un roman de fantasy, d'une romance, et d'un mec qui a un vrai problème avec les pommes. On va parler de Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. Pour cela, je suis accompagnée de Siloé. Bonjour. Qui a choisi le roman. Pourquoi t'as choisi ce roman, Siloé? Parce que c'est un roman que j'ai lu un peu comme ça, parce que le titre m'attirait et que j'ai beaucoup aimé toute la trilogie, ça m'a vraiment emportée. Et comme Domiti ne lit pas souvent de romance, je me suis dit pourquoi pas partir sur ce livre, sachant que je sais qu'elle aime bien la fantasy et qu'elle en lit souvent, donc voilà. Un bon choix, si j'ose dire. Quelques mots sur Stéphanie Garber, l'autrice. C'est une femme qui est née en 1987, qui donne des cours d'écriture créatrice, qui a écrit plusieurs romans dans sa vie qui ont été initialement refusés par pas mal de maisons d'édition, jusqu'à son roman Space Opera, qui était son quatrième, mais qui a fait quand même un gros flop. Et puis elle a écrit donc Caraval, qui a été un succès, qui restait dans la best-seller list du New York Times pendant 15 semaines d'affilée. Et en 2021, elle écrit Il était une fois un cœur brisé et les 3 tomes qui vont avec, qui est le roman dont nous allons parler aujourd'hui. Il me semble important de dire quand même qu'on va spoiler tout le roman, du coup si vous ne l'avez vraiment pas lu, peut-être ce n'est pas une bonne idée, mais si jamais vous voulez avoir une petite idée de ce qui s'y passe, est-ce que Siloué, tu peux nous faire un résumé qui ne spoile pas le roman? Oui, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Évangeline, qui a perdu récemment son père et sa mère, et qui se retrouve plus ou moins orpheline, mais qui a quand même une marâtre, on va dire. Et elle, son grand rêve, c'est de trouver son véritable amour, d'avoir un happy end, comme on dit, et voilà. Et sauf qu'au début du roman, le garçon qu'elle aime va se fiancer avec sa demi-sœur, et donc comme elle est absolument dévastée, elle décide de faire appel à une fatalité, donc qui sont un peu des génies, on va dire, dans leur monde, qui exaucent des vœux, mais pactiser avec eux entraîne toujours quelque chose derrière, forcément. Et donc elle se retrouve à chercher la porte du prince des cœurs, qui est réputé pour tuer toutes les filles qu'il décide d'embrasser, et qui est à lui aussi à la recherche de son grand amour. Voilà. Donc comme on a dit, sur le premier chapitre, on découvre vraiment Evangeline Fox, qui est une jeune fille pas comme les autres. Ah oui, juste à dire avant que moi j'ai lu les 3 tomes, Domitiel elle a lu que le premier, du coup je vais essayer de pas spoil les 2 tomes prochains. Donc on va spoil que le premier, quoi, grosso modo. Voilà, et à la fin, on vous donnera notre avis sur le livre. Voilà. Donc, au tout début du roman, comme l'a dit Siloé, on retrouve Evangeline Fox, qui est une jeune fille pas comme les autres parce qu'elle a les cheveux roses. Et dorés. Et dorés. Et franchement, c'est une couleur que j'aurais appréciée avoir sur ma tête. Hein. Tu as déjà eu sur ta tête. C'était pas doré. Non, c'était pas doré, mais c'était rose. Et ça ne scintille pas au soleil. Je l'ai goûté. Lors du premier chapitre, on retrouve Évangeline qui trouve une page de journal qui lui annonce que la porte de l'église du prince des cœurs a mystérieusement disparu. Son but est de la retrouver. Et donc on en apprend un peu plus sur sa vie, notamment sur son père qui tient un magasin de curiosités, de choses un peu farfelues, avec notamment une petite cloche qui sonne avant l'arrivée des gens dans le magasin. Seulement s'ils sont très importants. Voilà, en bien ou en mal.
Et on n'en apprend pas encore trop, mais un petit peu sur sa mère, disant que c'est une femme qui vient du Grand Nord magnifique, et qui vient pas de la même région. À noter qu'au début, c'est assez flou, je trouve, sur le fait de savoir si la magie existe dans leur monde ou pas. Comme c'est un livre de fantasy, on sait qu'il va y en avoir à un moment, mais au début, on n'arrive pas à comprendre si les fatalités, c'est plus de l'ordre d'un mythe ou d'une religion, ou si c'est vraiment quelque chose de très concret, où les gens savent vraiment qu'elles existent, et juste là, depuis quelque temps, elles ont un peu disparu. Mais on sait pas trop. Vrai. Et du coup, pareil pour les curiosités du père. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est qu'on parle un peu de bizarreries dans le magasin, de choses un peu étranges, mais on dit pas réellement qu'il y a de la magie, quoi. C'est un peu flou. Et du coup, Évangeline, elle fait partie des rares qui croient vraiment beaucoup en la magie, ainsi que un garçon que nous allons apprendre à connaître, qui s'appelle Luc. Et lui, on l'aime pas trop. Enfin, perso, je l'aime pas trop. Donc, oui. Enfin, on verra après. Oui, enfin, même dès le début, en fait, il y a quand même un gros red flag. On va pas se mentir. Du coup, Luc, c'est qui ? Luc, c'est un garçon qui habite à Valanda, comme Évangeline. Et c'est le garçon dont elle est tombée amoureuse. Donc on n'a pas trop de détails au début, enfin, c'est juste qu'il la connaît depuis très longtemps. Ouais, la seule information qu'on a au début, j'ai noté, c'est il a un sourire narquois. Et j'ai noté, je ne sais pas pourquoi elle kiffe ce gars. Oui, après elle l'explique au final beaucoup plus tard dans le livre, à la fin, que c'est quelqu'un qui a été vraiment là pour elle et que c'est un peu pour ça qu'elle est tombée amoureuse de lui. Mais au début, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est juste un beau gosse qui passait par là et que bon, on sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Et donc, c'est dès ce moment-là qu'on apprend que Évangeline est super triste parce que d'un coup, elle se rend compte que Luc, son bien-aimé, son cher et tendre, va épouser sa belle-sœur, Marisol. Au top. Du coup, elle trouve l'église du prince des cœurs. Et comment elle fait pour entrer ? Elle demande à la porte de s'ouvrir. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Comme tout un chacun, finalement, qui ne murmure pas à l'oreille des portes, j'ai envie de vous demander. Et là, dans l'église, il y a quoi ? Il y a un espèce de type un peu chelou. En haillon. Ouais. qui a l'air de chialer sa race. Et vraiment, on sait pas trop qui c'est. Mais il a pas l'air fort sympathique. Ouais, enfin de prime abord elle se dit c'est un mec un peu triste, bon il est venu pour prier un peu lui aussi le prince des cœurs, bon il est seul dans son coin, pourquoi pas, je vais pas trop m'en soucier mais ok soit. Puis quand elle s'approche pour faire son sacrifice, parce que évidemment on ne demande pas des choses au prince des cœurs juste comme ça, il faut mettre un petit peu de sang dans une cuve, faire tout un process, enfin c'est pas juste une petite prière à genoux dans un coin. Le mec commence à lui parler. Et là, nous avons toute une petite description sur comment elle a un petit peu envie de le pécho alors qu'il est juste odieux. Ouais. Ce qui m'a fait dire, mais meuf, tu es extrêmement bizarre. Ça ne se fait pas. On n'a pas envie d'embrasser des gens méchants avec nous. C'est un conseil d'amis. N'embrassez pas les gens méchants avec vous. Puis, bon, rapidement, il nous révèle qu'en fait... c'est lui le prince des cœurs. Voilà, le jeune homme très bizarre au haillon. Bizarrement, il ressemble un petit peu à la statue qu'il y a dans l'église. Même s'il n'est pas aussi bien sapé. Il y a un air de ressemblance. Air de famille. Mais en tout cas, juste une chose à dire, c'est que moi, du coup, je l'ai lu une deuxième fois là. Et que j'ai vu des détails un peu plus importants que la première fois, puisque je l'avais déjà lu, je savais ce qui allait se passer. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on sent que en fait le premier tome elle l'a publié en ayant déjà écrit toute l'histoire. Parce que dès le début et même tout au long du livre, elle donne des indices sur ce qui va se passer plus tard dans le livre et même plus tard dans la suite de la série. Et justement quand ça on va le voir après, mais tu vois au début tu disais elle demande à la porte de s'ouvrir. Et en fait, elle disait qu'elle se pince le doigt en essayant d'ouvrir la porte au début et qu'elle saigne. Ah oui, c'est à ce moment-là. Oui, mais parce que tu ne savais pas encore. Mais du coup, elle dit qu'elle essaye d'ouvrir la porte, elle se pince le doigt, elle saigne, et après, elle dit... je sais plus si vous pouvez ouvrir-moi. Mais en gros, oui, s'il vous plaît, ouvrez-moi, et la porte s'ouvre.
Donc détail qui a son importance et qu'on verra après. C'est vrai. Et moi j'ai noté, je pense, quelques petits trucs comme ça qui revenaient, ou en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait des explications de choses que je trouvais un peu étranges qui arrivaient plus loin. Ouais. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà, par exemple, il y a la phrase ne tombez jamais amoureuse d'une fatalité. Évidemment, je pense que à un moment, on sent quand même que ça va venir. Et puis c'est pareil, donc elle dit laissez-moi entrer, elle rentre et elle dit que soi-disant quand on rentre dans l'église du prince du prince des cœurs. Du prince des cœurs, on sent l'odeur de notre plus grand amour ou je ne sais quoi, et elle dit quand je rentre, je ne sens pas l'odeur de, je sais plus, de bois et de cendres que sent Luc. Déjà, bon, un peu red flag aussi, le mec qui sent la cendre, mais bon. Il sent un incendie de forêt. Non, mais je sais plus, c'était une odeur, je sais plus ce que c'était exactement, mais c'était un peu, bizarre, quoi. Et elle dit qu'elle sent la pomme et le sang quand elle rentre la première fois dans l'église. C'est vrai, ouais. Non, mais clairement, on vous dit qu'il y avait un problème il y a un problème de pomme dans cette affaire. Voilà, bon, du coup elle discute avec le prince des cœurs pour lui demander, lui expliquer en gros la situation, le fait qu'elle est très très in love de ce Luc, mais qu'il va épouser Marisol, et pour elle, c'est sûr, c'est un sortilège, il n'est pas vraiment amoureux de Marisol, il est sous l'emprise d'un sort. Ce à quoi répond, du coup le prince des cœurs lui répond, s'il t'aimait aussi, il n'épouserait pas quelqu'un d'autre. Et j'ai envie de dire, c'est une phrase sensée. Vraiment, meuf, on ne se bat pas autant pour un garçon. Après, même si le prince des cœurs est forcément un red flag tout au long, enfin c'est quand même un odieux personnage surtout au début, il dit quand même très souvent des choses assez sensées. Hein, oui, Évangeline n'écoute absolument pas. Évidemment. Cette fille, c'est vraiment ta meilleure pote quand elle a une idée en tête et que tu ne peux pas lui faire déroger de son idée. Donc il y a... Elle va foncer dans son mur. Et toi tu la regardes faire en disant non s'il te plaît mais tourne un peu et vite et non elle va foncer dans son mur, donc tu n'as qu'à la regarder faire. Ouais, c'est ça. Tu dis bah vas-y ma chérie, écoute, tu verras par toi-même. C'est ça, je serai là pour récupérer les morceaux. Ouais. Mais c'est un peu frustrant parfois. Ce qui faisait penser aussi à un sortilège, c'est qu'elle disait qu'elle essayait de parler de son histoire au prince des cœurs pour lui raconter, et qu'en fait à chaque fois qu'elle essaye de parler de l'histoire de Luc et du fait que c'est bizarre qu'il épouse sa demi-sœur, elle arrive pas à en parler. Oui, il y a les mots qui sont bloqués dans sa gorge. Et oui. Et on se dit que plus tard, après, ça va nous rappeler des choses. Ouais, mais en même temps, sur le moment, moi je me suis vraiment posé la question en me disant, mais est-ce que c'est pas juste l'émotion, tu vois, qui bloque les mots Bah c'est pour ça que c'est bien écrit. Ouais. Non mais c'est qu'en fait tu t'en rends pas compte. Et la première fois où tu lis le livre, comme tu disais, il y a des choses où tu te poses des questions, au fur et à mesure tu as les réponses, mais il y a des choses que auxquelles tu fais pas forcément attention. Et quand tu le relis une deuxième fois, tu te dis putain en fait, il y a tout qui était déjà dit. C'est dès le début, tu sais ce qui va se passer en fait. Mais tu le sais pas encore, parce que c'est pas explicite. Mais c'est vrai que c'était vraiment pas mal ça, le côté... Il y avait vraiment, jusqu'à tout un moment dans le roman, il y avait vraiment toute une question, quoi. Est-ce qu'il est vraiment amoureux de Marisol ? Est-ce qu'il se marie avec elle par intérêt ? On ne sait pas. Ou est-ce qu'il est vraiment sous l'emprise d'un sort ? C'était la question. Ouais. Du coup, j'ai également noté que Jack, Jack, qui est le nom du prince des cœurs, il lui révèle, Jack connaît Évangeline depuis 3 minutes et il l'appelle déjà poupée. J'étais en mode, mais PTDR, qui es-tu pour faire ça ? Non. T'as retenu ça et moi j'ai retenu qu'il lui avait dit qu'elle était pathétique. Qui était peut-être dans la même phrase, poupée, tu es pathétique. Oui, c'est possible. Et puis qu'elle trouve elle dit qu'il a l'air ennuyé, riche et cruel, grossier, irrespectueux, genre vraiment... Un mec comme on les a. C'est ça, genre d'un côté elle a une envie irrépressible d'aller lui parler, d'aller le voir, et d'un autre côté elle te dit que tout de suite le mec il a l'air insupportable quoi. Imbitable. Bref, du coup il accepte quand même parce que visiblement ça a l'air de bien l'arranger, et il accepte de l'aider à stopper ce mariage en échange de 3 baisers. Ouais. Pas à lui, parce que comme on l'a dit, ça risquerait de la tuer, mais 3 baisers qu'elle devra donner à des personnes quand il le voudra, où il le voudra, pour des raisons que lui seul connaît. Voilà. Donc c'est un peu drôle, c'est un peu ce truc du génie à la lampe, où tu fais un vœu et en fait ça se passe pas vraiment comme tu l'avais souhaité. Enfin déjà là, il y a une contrepartie.
Et tu te doutes que la contrepartie, elle va être quand même salée, quoi. Tu te doutes. Et moi, je m'attendais pas du tout à la manière dont il allait arrêter le mariage. Et oui. Parce que quand elle sort de l'église... Elle sait pas ce qui s'est passé. Il lui a réalisé son vœu, enfin, il lui a dit qu'il lui avait réalisé son vœu, mais elle en sait pas plus, en fait. Donc, elle sort, elle se retrouve... En plus, l'église, elle a encore changé d'endroit, donc elle sort dans une boutique, pas du tout à l'endroit où elle était à l'origine. Elle court pour retrouver l'endroit du mariage, et là, un champ de statues. Tout le monde a été changé en pierre, donc effectivement, très bon moyen d'arrêter un mariage, c'est de figer tout le monde. Ceci dit, très peu pratique pour s'expliquer. Hein. Et à ce moment-là, je crois qu'elle se rend compte que... Enfin, elle voit Jack, encore une fois, ouais. Et elle lui dit mec, c'est pas du tout ce que je t'avais demandé, genre, t'as pas compris le délire. Moi, je comptais continuer mon histoire avec Luc, en fait, pas continuer mon histoire avec des statues, mais genre... Puis c'est lourd à transporter, on va pas se mentir. Ouais, voilà. Puis difficile à expliquer aux gens, quoi. Enfin, c'est ce qui mon mari. Oui, c'est une statue, mais je peux lui mettre un petit bonnet pour Noël, c'est pratique. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, elle retrouve une coupe remplie d'un jus, d'un nectar. Et sur la coupe, il y a marqué truc du genre ne me buvez pas, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ne me buvez pas. Voilà. Et donc Jack lui dit écoute ma chérie, tu m'as demandé d'arrêter le mariage, moi je l'ai fait, hein. Après tu m'as pas dit comment. J'ai laissé libre cours à ma folie créative, dirons-nous. Voilà, et du coup il lui dit plus ou moins si tu veux inverser les choses, tu peux boire la coupe, mais ça va te faire changer en pierre à ton tour, et en gros, moi à ta place je le ferai pas, quoi. Genre vraiment, le fais pas s'il te plaît. Exactement. Bon, elle a le seum, et elle a quand même un peu honte de ce qu'elle a fait. Parce qu'elle s'en veut. En vrai, elle trouve que Marisol, elle est super sympa avec elle, que c'est juste sa belle-mère qui est extrêmement désagréable. Et du coup, elle se dit, ça doit être un coup de ma belle-mère, c'est pas la faute de Marisol, franchement, c'est horrible ce que je lui ai fait. Et du coup, elle décide de boire la coupe. Voilà. Elle se change donc en statue. Sauf que, on est page 33, donc on sait que l'histoire ne s'arrête pas là. On sait qu'elle ne va pas rester en pierre éternellement. Mais il y a quand même quelques chapitres où elle est en pierre, où elle parle de la solitude et du froid, et il se passe pas grand chose. Surtout qu'elle comprend pas trop, et elle pense que tout le monde, dont Luc principalement, vont essayer de la retransformer en humaine, et elle comprend pas pourquoi ça prend autant de temps. Enfin, elle arrive pas à savoir depuis combien de temps elle est enfermée dans sa pierre là, et en même temps elle se dit c'est bizarre quand même. Ouais, il aurait dû faire quelque chose depuis ce temps-là. Il devrait se passer un truc, normalement. Il se passe pas grand-chose pendant quelques pages. Ça dure vraiment que quelques pages. Hein. Sur Edmond, on n'a pas genre 5 chapitres de pierre, là. Non. Et elle redevient humaine par un type qui est décrit comme étant incroyablement beau et qui l'appelle Chéri. Moi, je me pose vraiment des questions. Hein, pourquoi tous les types qu'elle connaît pas lui donnent des surnoms? Je trouverais ça très désagréable à sa place. C'est clair. Et le mec s'appelle... Poison. Et qu'est-ce que c'est que ce nom de merde? Voilà. Et donc forcément, on s'en doute, Poison est lui aussi une fatalité. Évidemment. Et c'est lui en fait qui a créé le sérum qui les a rendus pierre, quoi, grosso modo. Voilà, bon du coup il ne fait que réparer ses propres bêtises causées par quelqu'un d'autre, mais quand même. Voilà. Super. Et du coup on apprend là que sa pétrification a duré environ 6 semaines. Et que s'est-il passé pendant ces 6 semaines de pétrification? Pendant ces 6 semaines, les fatalités se sont en fait fait chasser de Valanda. On ne sait pas encore pourquoi, mais on sait qu'il y en a un bon nombre qui sont partis dans le Grand Nord magnifique, notamment Jack, qui est parti et qui est la principale cause du problème en fait. Ouais. Et que les fatalités, elles ont fait quand même un peu n'importe quoi quand elles sont sorties. Enfin, en gros, elles étaient enfermées dans un jeu de cartes. Ouais. Et elles ont été libérées du jeu de cartes. Et là, elles ont fait un peu... genre, il s'est passé un peu des bizarreries, quoi. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont partis vers le Grand Nord. Ouais. Après, on n'a pas trop de détails sur cette partie. On sait juste qu'en gros, ils ont fait un peu de la merde, quoi, grosso modo. Et on sait pas exactement quoi. Mais je pense que les fatalités ont juste utilisé leur pouvoir de fatalité. Et en fait, ils ont dû faire ensorceler pas mal de gens. Et ça a fait... pas mal de dégâts. Exactement. Donc ceux qui sont restés, dont Poison, essayent de pas trop se montrer et d'être assez discrets. Exact.
Là, donc, elle descend, enfin, en gros, elle était dans une tour avec poison, et puis elle descend, et elle se rend compte qu'il y a vraiment tout Valanda qui l'attend, et que tout le monde l'applaudit comme si c'était la plus grande des héroïnes de tous les temps, mais elle sait pas trop pourquoi. Et elle cherche Luc, mais Luc n'est manque pas à là. la peine. Exactement. Par contre, elle trouve Marisol, Qui lui a fait un énorme gâteau, qui lui a fait un énorme gâteau, trop sympa, la belle-sœur. et qui est hyper touchée, et un peu touchante aussi quand tu lis le livre, t'es un peu en mode... T'as de la peine pour elle, quoi. Ouais, t'as de la peine. Parce que là, t'apprends que Marisol, elle a essayé de de se marier une nouvelle fois avec Luc. Bon là, Évangeline, elle le prend un peu mal, elle se dit ah ouais, putain, moi je suis Moi, je suis une en statue, pierre. et genre là, elle se remarie avec mon mec, quoi. Ben super, sympathique. Et pendant cette seconde tentative de mariage, Luc se fait attaquer par un loup. ce qui fait que Marisol a hérité du surnom de la mariée maudite, qui va la suivre un petit peu. À un certain moment. Et ça la rend un peu triste, elle arrive pas à se marier, on a l'impression qu'elle est assez in love de Luc, mais Luc n'est plus là, ne veut plus d'elle, et ça la rend super triste, et on sait pas pourquoi. Voilà. Et à savoir que aussi pendant très longtemps, certaines choses que va faire Marisol, Évangeline va l'attribuer à sa belle-mère qui en fait est absolument exécrable avec Marisol. Et du coup c'est aussi pour ça qu'on a pas mal de pitié envers Marisol qui se prend des réflexions tout le temps par sa mère à elle, du coup. Ouais. Qui est odieuse. Qui est odieuse. Et donc la belle-mère qui était déjà pas très sympa avant, là, elle arrive tout sucre tout miel auprès d'Évangeline, et elle a carrément pour intention de la marier. Enfin, Ouais. Vraiment, c'est le projet, quoi. Voilà. Et rapidement, Évangeline va apprendre que sa belle-mère va mettre un article dans la presse en disant si vous êtes intéressé, merci de remplir ce formulaire, et de... Enfin, vraiment un espèce de... Un casting pour un mari, quoi. Exactement. Voulez-vous épouser ma belle-fille? Voilà, sauf que Évangeline, elle, elle s'en fout d'épouser un mec, tout ce qu'elle veut, c'est retrouver Luc. Voilà, au top. Et d'ailleurs, elle reçoit un mot de Luc pour un rendez-vous, pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils discutent, sauf que quand elle se pointe, elle le voit pas, elle le trouve pas. Et pire que ça, elle se pointe à l'endroit de la boutique de curiosité de son père, et la boutique a été détruite. Ouais, enfin, elle est sur le point d'être vendue. Ouais. Ou elle est vendue, enfin... Oui, enfin en tout cas c'est fermé et c'est Voilà. mort, quoi. C'est fermé de chez fermé, quoi. Du coup elle est dégoûtée. Enfin vraiment elle se sent hyper trahie, quoi. Elle se dit mais moi je me suis ok, j'avais fait un truc pas terrible, mais je suis quand même sacrifiée pour tout le monde, pour que ce soit moi qui sois changée en pierre et pas les je sais pas combien d'invités du mariage. Et donc on me remercie en vendant la boutique de mon père qui était mon seul lien avec lui. Et mon mec s'est barré. Ouais. En plus, elle disait c'est son seul héritage, la seule chose qui lui reste de ses parents, en fait. C'est la boutique. Quoi. Donc elle est hyper triste. Et donc là, il s'ensuit un passage un peu long durant lequel donc Évangeline va travailler à la librairie cachée de son père, mais parce qu'il avait plein de boutiques un peu partout. Et mais il s'y passe pas grand chose. Enfin, les gens ils vont pas beaucoup, donc elle se fait un peu chier. Ouais. On apprend que Luc a laissé une lettre à Marisol en disant que il était désolé, mais qu'il voulait pas qu'elle le voie dans cet état-là. Et que du coup, il décide de partir pour se soigner, parce que il a été lacéré par le loup, et du coup, comme il se trouve horrible et qu'il veut absolument lui plaire, il décide d'aller soigner ses blessures, quoi. Et du coup, on comprend que Luc, il a vraiment choisi Marisol, parce que il a laissé une lettre pour Marisol, mais pas pour Évangeline. Voilà. Le petit mot, a priori, il devait dater d'il y a bien longtemps, parce que... Ou voire même pas de lui, en fait, à la base. Ça, ouais. Peut-être que c'était pas lui qui lui a écrit. Mais ça, on le sait pas. On le sait pas. On le sait pas. Mais on peut se douter que le mot l'amène à la boutique pour voir que la boutique est fermée, que ça peut être quelqu'un qui a juste envie de lui montrer à quel point tout le monde en a rien à foutre d'elle, quoi. Clairement. Grosso modo. Et du coup, là, elle prend un peu la mouche, et elle est triste parce qu'elle apprend que Luc part, et du coup, elle décide d'aller au domicile familial de Luc pour en avoir le cœur net. Et en fait, quand elle arrive, elle se rend compte qu'effectivement, il n'y a vraiment plus personne. Ouais. Donc Luc est parti, et elle est dévastée. Enfin, voilà. Franchement, elle est hyper triste. Là-dessus, elle reçoit une lettre de l'impératrice qui lui dit qu'elle est invitée à venir boire le thé. Ce qui est toujours un peu sympathique quand même, boire le thé chez l'impératrice. C'est sympa. Ouais, un petit après-midi que je ferais bien, moi. C'est clair.
Et sachant qu'elle a, juste avant, elle a pas dit, mais elle a rencontré le journaliste Ah oui, c'est vrai, lui. Christophe Kneilinger, Ouais, le premier, parce qu'après on verra son cousin. un autre Kneilinger, dont le nom est beaucoup plus facile à lire qu'à prononcer. Voilà, on mais le cache sachant que, en fait, j'ai regardé parce que j'ai la version VO aussi du livre, aucun nom n'a été changé, en fait, enfin, à part, je sais plus, mais quelques noms qui ont été francisés, mais genre pour rajouter un E à la fin ou un truc comme ça, tu vois. Mais du coup, en fait, tout a été gardé d'origine, donc c'est pour ça aussi que. Bah, ça se prononce à l'américaine, quoi, tu vois, genre. Oui, oui. Bon, bah, c'est Pour bien nous, c'est un peu bizarre, quoi. Après, c'est vrai que tout au long du livre, il y a des noms un peu chelous quand même, mais bon. Enfin, la meuf s'appelle Evangeline Fox, alors c'est facile à prononcer, mais elle s'appelle quand même Evangeline Renard. Oui. Et elle a des cheveux roses. Moi, je m'en remets pas. Je suis jalouse, je crois. On arrive chez l'impératrice. Scarlett. Donc là, il y a l'impératrice et sa sœur. Et personnellement, je les ai trouvées très détendues. Hein, les deux. Ouais, Elles sont chill. Exactement. Mais en même temps, c'est à ce moment-là que t'apprends qu'en fait, les fatalités, elles se sont fait virer à cause d'elles. Donc tu te dis, les meufs sont quand même badass, quoi. Elles ont dégagé toutes les fatalités du royaume. En mode, bon, bah maintenant c'est bon. Mais ouais, elles ont du cran. Ouais, et puis tu sens qu'elles ont confiance en elles. Mm. Et bah, qu'il se passe probablement quelque chose de plus profond derrière, parce que bah quand même virer des fatalités, pratiquement toutes les fatalités d'un pays, c'est qu'il a dû se passer une dinguerie quand même. Ouais, mais moi je les ai trouvées vraiment un peu limite trop détendues. Enfin, c'est surtout la petite sœur, parce que j'étais là, mais elle raconte ses scandales et ses affaires, enfin à demi-mot, on comprend pas tout, mais elle raconte quand même des trucs à quelqu'un qu'elle connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et j'étais en mode, mais bah, quand même, t'es à la tête d'un pays, madame, il faut être un petit peu respectable, tu vois, tu vas pas raconter tous tes potins à la première venue. Mais après, je sais plus comment Scarlett elle a pris le pouvoir, mais il me semble qu'elles sont hyper jeunes et qu'en fait ça arrivait un peu comme ça, quoi. Parce on dit qu'elles ont tué une fatalité. Et du coup, je pense qu'elles ont un peu l'aspect juvénile, quoi, tu vois, du truc, genre elles sont jeunes et du coup elles sont hyper. Enfin, en fait, ça avait pas prévu d'être à la tête d'un royaume, je pense, et du coup elles sont un peu en mode. Elles savent pas les bonnes manières, elles savent pas ce qu'il faut faire, en fait, du coup elles s'en foutent, elles sont là pour les potins, elles. Ceci dit, elles ont l'air vraiment très sympathiques. Ouais, elles ont l'air très très drôles. Mais c'était pas du tout ce à quoi je m'imaginais. Moi, je m'imaginais vraiment, quand j'ai vu une lettre de l'impératrice, je m'imaginais vraiment une espèce de truc hyper guindé, avec tout à demi-mot et tout. Là, on a l'impression que la meuf, elle a limite enlevé ses chaussures pour s'asseoir sur le tapis du salon et papoter avec ses copines, quoi. C'était franchement marrant. On en vient à la raison pour laquelle elles ont invité Evangeline chez elles, c'est l'envoyer en mission diplomatique. Dans le Grand Nord magnifique. Alors là, on y reviendra plus tard, mais il y a une question qui est apparue dans ma tête, c'est pourquoi envoyer cette femme que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam et qui n'a aucun truc, elle est pas, c'est pas une femme politique ou rien, tu vois. C'est juste la vedette du moment qui a sauvé toute sa famille, enfin c'est sacrifié pour sa famille et du coup elle fait un peu la une des journaux, donc... Voilà, mais bon, enfin moi j'adore François Civil, ceci dit c'est pas lui que j'enverrai en mission diplomatique, tu vois. Bon après... Et pourtant je l'aime énormément, enfin vraiment y a pas de souci, mais c'est ça. C'est un peu... Je comprenais pas trop, je me disais franchement c'est un peu un plot hole, bon... Genre Romain c'est l'héroïne du roman et vas-y c'est facile on l'envoie et puis... Ouais voilà, j'étais en mode c'est un plot hole, allez ok, j'accepte parce qu'il faut bien que le roman avance, mais... quoi. Little did I know, on y reviendra plus tard. Voilà. Enfin, dans tous les cas, ce qu'on sait juste, c'est que l'impératrice peut pas y aller parce que elle est déjà impératrice et que en fait, la mission d'Évangeline là-bas, c'est d'assister au nocte éternel, qui est une soirée organisée par le prince afin qu'il trouve sa bien-aimée, sa future reine, pour qu'il puisse se marier et accéder au trône, à tous les pouvoirs. On peut comprendre que Scarlett n'y aille pas puisqu'elle est déjà impératrice. Mais c'est vrai qu'on se pose la question pour Donatella qui est sa petite sœur, la princesse du coup. On se demande pourquoi elle y va pas et en fait elle dit vaguement que si elle y va, elle va se mettre dans la merde et qu'il y a un peu des problèmes là-bas donc voilà. On n'a pas trop de détails mais après on comprend que les fatalités sont parties dans le Grand Nord magnifique et que T'as fait un espèce de lapsus révélateur. Et que, sachant qu'elles ont apparemment tué une fatalité, on comprend pourquoi ce serait un peu touchy d'y aller, quoi. Ouais. Elles seraient pas les bienvenues, quoi. Un peu délicat. Là, j'ai noté, donc, et là, Evangeline, donc, elle accepte, et elle se dit, franchement, ce serait pas trop cool que j'ai mon happy end dans le Nord, que je rencontre quelqu'un, potentiellement, pourquoi pas que je me marie avec le prince. Et là, j'ai vraiment noté,
pardon, on est page 70 et elle veut déjà plus de Luc, le mec pour lequel elle s'est mise complètement dans la merde. Et oui. Et j'étais, mais outrée. J'étais, madame, pardon, tu as fait tout ça, maintenant il faut... Enfin, vends-moi l'histoire d'amour de ta vie. Et franchement, moi je l'ai marqué même après, mais Luc, elle va l'oublier vite et pendant un moment. Clairement. Elle n'en a plus rien à foutre. Là, elle s'est dit, bon, vas-y, le mec il m'aime pas, de toute façon il est parti. Bon, allez, pourquoi pas un prince, ça peut être pas mal. Elle perd pas le nord quand même. Elle est futée. Du coup, elle propose à Marisol, parce qu'elle voit sa belle-mère être hyper désagréable avec Marisol, lui dire qu'elle ressemble à rien, que vraiment elle fait pas d'efforts, comment tu veux qu'elle retrouve un mec en faisant pas d'efforts comme ça, c'est vraiment catastrophique. Et donc, elle dit, allez, je prends Marisol, et on part toutes les deux dans le Grand Nord Magnifique pour la Nocte éternelle. Voilà. Et ça va être cool. Et aussi, quand elle se dit qu'elle a droit à son happy ending avec Apollon, il y a un moment où elle sent que ses cicatrices la brûlent. Donc, cicatrice de cœur sur son poignet, donc le contrat avec Jack, quoi. Oui, parce qu'on vous a pas expliqué, mais quand il a dit c'est en échange de 3 baisers, il lui a embrassé la main 3 fois. Il lui a croqué la main. Il lui a croqué le poignet 3 fois. Et du coup, il y a 3 cicatrices en forme de cœur sur son poignet. Qui sont sur son poignet, ouais. Voilà. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, quand en fait il y a un lien avec Jack, qu'elle s'en rapproche ou qu'il y a quelque chose qui va être en lien avec lui, ses cicatrices se mettent à la brûler. Donc elle se doute que là-haut, bon, il y a quelque chose qui l'attend, quoi. Voilà. Mais bon, elle y prête pas attention, comme beaucoup de choses. Enfin, elle prête pas attention à grand chose en fait, Évangeline. On lui envoie des gros red flags, elle en a rien à foutre. Mais c'est vraiment. Peut-être qu'elle est daltonienne, on sait pas. Non, mais des fois, il y a vraiment. T'as l'impression qu'il y a un panneau avec marqué n'y va pas et elle accourt. T'es là en mode, mais frère. Oh, ça peut être une balle sympathique. Non, mais c'est ça, vraiment. Des fois, elle fait... Enfin, moi, j'ai marqué, je pense, bien 10 fois que genre elle était complètement naïve. Ça n'empêche pas que j'adore le livre et que j'adore... Enfin, voilà, mais elle est naïve. Oui, complètement. Du coup, elles embarquent pour la traversée vers le Grand Nord Magnifique, qui est toujours très long à dire. Hein. Et je crois qu'il se passe pas grand chose. J'ai pas pris trop de notes sur cette traversée, mais il me semble qu'il se passe pas grand chose, sauf quand elle passe l'Arche. Ouais. Où là, elle entend des murmures, enfin comme si les arches lui parlent. Lui parler, Domitille on parle français ici, et qui lui disent on l'attendait, enfin on t'attendait, t'en fais arriver, ça. Ouais. Sachant que quand elle passe les arches, en fait, il y a un mythe, une malédiction, je ne sais pas, qui dit que quand on passe les arches du Grand Nord Magnifique, il ne faut pas faire de bruit, sinon les ancêtres, donc les Valor, te confisquerait ta voix pour ensuite l'utiliser pour berner les futures personnes qui passeraient par là. Et donc, en gros, ce serait une malédiction, quoi. Donc, au moment où il passe sous l'arche, il n'y a aucun bruit sur le bateau. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle entend des voix venant des statues. Ouais, qui lui chuchotent dans l'oreille, quoi. Sachant que les statues sur l'arche sont en fait les statues des Valor décapités. Et ils vont être sacrément importants. Je ne le savais pas à ce moment-là. Voilà. Et encore, tu n'as pas eu le tome 2. Bon, mais je me doute. Voilà, en parlant des prénoms bizarres, ils sont accueillis par une meuf qui s'appelle Frangelica. Pourquoi Je ne sais pas. Et là, j'ai noté, donc les dragons existent, parce que effectivement, quand elles arrivent sur les quais, elles ont plein de boutiques surprenantes avec notamment des bébés dragons et des dragons miniatures. J'étais en mode pardon. Bien vivant. Genre ils font griller des pommes. Enfin c'est ça leur job. C'est un dragon. Voilà. Et donc là comme tu disais tout à l'heure, si on n'était pas forcément dans le fantastique de ouf, en fait arrivé au Grand Nord Magnifique, là on comprend qu'il y a de la magie partout. Là c'est vraiment le monde de la magie quoi. Il y a clairement aucun doute. Là, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que Évangeline, elle est connue, on vous a pas dit, mais avant, dans Valanda, la ville où elle était, il y a plusieurs passages où elle se fait arrêter dans la rue, le coup des maris sur invitation, là, il y a genre une tripotée de mecs qui se présentent avec leur petit carton en disant si c'est moi le prochain. Même elle croise un garde à un moment qui la reconnaît, qui lui dit j'ai rempli le formulaire, je sais pas quoi. Enfin, vraiment, c'est la meuf la plus in de tout Valanda. Et du coup, là, quand elle arrive dans le Grand Nord,
en fait, elle est archi connue aussi, les gens ils la reconnaissent et ça m'a vraiment surpris. J'étais en mode, mais comment elle a fait pour devenir aussi famous sur un truc qui, a priori, on a l'impression qu'il y a eu plein d'autres catastrophes de fatalité, et pourquoi elle en particulier, quoi. Et d'ailleurs, je me suis trompée tout à l'heure, c'était pas Christophe, c'était Cutlass. Ah oui, c'est vrai, c'était... Cutlass à Valanda, et Christophe c'est le cousin à Valorfel. Et en fait, justement, elle trouve un papier journal, elle lit le journal que lui offre la personne qui distribue les journaux dans la rue, parce que, en fait, Christophe Kneilinger a écrit un article sur les prétendantes potentielles du prince Apollon pour le Nocte éternel, et donc c'est là qu'on voit aussi une tripotée de noms bizarres, donc j'ai noté Serendipity Skystead, je sais pas comment on dit, Ariel Lala la grimace. Voilà, et du coup Evangeline Fox, et du coup il trace un peu le portrait de toutes ces prétendantes, enfin des prétendantes les plus importantes, dont certaines font partie des grandes maisons, dont une Fortuna, la grande maison Fortuna. Lui il dit un peu ses préférences, parce que en fait chacun mise un peu sur la princesse, la fille qui arrivera à gagner le cœur d'Apollon, et lui il dit qu'il mise pas une pièce sur Evangeline, que de toute façon elle vient de l'autre bout du monde, que personne la connaît ici, enfin plus ou moins, on sait qu'elle a fait des miracles chez elle, mais à part ça, elle a pas de sang royal, on voit pas trop ce qu'elle vient foutre là, quoi, genre. Ouais, exactement. Alors vraiment, il avait un peu les mêmes opinions que moi. Que fait-elle ici ? Oui. Je me posais la question également. Forcément. Et en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que ils la reconnaissent grâce à la couleur de ses cheveux. Et comme on savait que sa mère venait du Grand Nord Magnifique, moi je pensais que c'était un truc commun, tu vois, les cheveux or rose. Et du coup, a priori, pas du tout, parce que si on la reconnaît à cause de ça, ça veut dire qu'il n'y a pas 36 000 personnes qui ont cette couleur de cheveux. Du coup, j'étais vraiment en mode, mais c'est quoi le bail avec ses cheveux ? Je veux savoir, c'est chelou. Qu'on saura plus tard, du coup, aussi. Exactement. Mais en fait, globalement, dans le livre, au début, en fait, quand tu lis la première fois, t'as l'impression qu'elle est vraiment maître de sa destinée, entre guillemets, Evangeline. Après, on lui sert les choses sur un plateau, mais je sais pas comment dire, genre que, en fait, que tu la suis et que c'est son histoire à elle, tu vois. Oui. Que c'est vraiment elle le personnage principal et machin. Et en fait, une fois que t'as fini le livre, tu te rends compte que tout ça, c'est juste Jack, en fait, qui l'a orchestré. Elle a rien fait, en fait. Oui. Tout ça, c'est son truc à lui. Ouais, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus en détail sur nos avis respectifs, parce que vraiment, y a des trucs qui m'ont marqué et j'aimerais bien t'en parler après. Ouais, t'inquiète, de toute façon, on en reparlera après. Donc du coup, elle est très vite alpaguée quand elle arrive dans le Grand Nord Magnifique, parce que... elle, avec sa demi-sœur Marisol, parce qu'il faut qu'elles assistent à la première soirée, qui n'est pas le Nocte éternel, du coup, qui est une soirée la veille, pour commencer à rencontrer le prince et les autres prétendantes et concurrentes, du coup. Donc à ce moment-là, j'ai noté que ses cicatrices brûlent, mais qu'elle dit « Compte tenu de l'exclusivité du dîner, les chances que la fatalité y assiste semblent minces. » Tu te dis, ma chérie, tu n'as toujours pas compris. Vraiment, mais tu es naïve, ma pauvre. Tu n'as pas les yeux en face des trous. Vraiment. Moi, j'ai vraiment noté la phrase qu'elle espère gagner le cœur du prince. Et j'étais en mode, mais meuf, tu l'as jamais vu. Enfin, ça se trouve, il est affreux. Il ressemble à un vieux crapaud, là. Vraiment, mais c'est quoi ton problème ? Enfin, à 30 ans, chercher l'amour comme ça Oui, puis s'il faut, il est méchant. Enfin, c'est pas parce que c'est un prince que... il est peut-être méchant, il est peut-être stupide comme ses pieds. Enfin, peut-être que le gars, il a zéro conversation. Non, mais clairement. Enfin, on peut pas elle veut juste son happy end, comme elle dit, et elle s'en fout de ce que ça implique, en fait. T'as l'impression que vraiment, tout ce qu'elle veut, c'est se marier et finir heureuse et amoureuse, et qu'on soit amoureux d'elle, pardon. Ouais. Mais presque c'est plus qu'on en soit amoureux d'elle qu'elle soit amoureuse, quoi. Ouais. Puis elle essaie de revivre l'histoire de ses parents qui ont eu après un coup de foudre et tout. Et vraiment, des fois je me dis, mais meuf, j'avais un peu envie d'être sa grande sœur et de lui dire, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, enfin on peut pas être... Mais surtout qu'elle explique, quand elle explique cette histoire avec ses parents, que eux-mêmes lui ont expliqué que ça arrive pas toujours comme ça, quoi. Oui. Non mais c'est pour ça, parfois on a pas envie de la secouer quand même. Hein. Ouais. Mais voilà, et du coup, elles se préparent et elles arrivent au niveau du lieu de la première réception, et donc à ce moment-là, elles passent de nouveau une arche. Moi j'ai juste une notification à faire sur la robe d'Évangéline. En gros, les robes de chaque invité représentent
un peu un moment très important de leur vie. Et donc elle a une robe qui doit symboliser, enfin qui donc ressemble à une statue. Et je me dis mais c'est horrible, genre ça veut dire que son seul truc de vie c'est Son seul événement marquant. son seul événement marquant c'est vraiment avoir été transformé en statue. Cette fille n'a rien d'autre et je trouve que c'est hyper triste quoi. Je me dis mais enfin, du coup je me posais vraiment des questions en mode mais vraiment pourquoi est-elle là? Ouais. C'est une tristesse folle, enfin, tu revis sans cesse, et puis en plus, elle se sent hyper coupable de ce qu'elle a fait, donc tu revis vraiment toujours le même truc, au top. Ouais. Et c'est comme si nous on portait une robe genre. C'est la passesse, tu vois. Ouais. Super. Il faut toujours te rappeler ça, hein, surtout. Non, mais c'est clair. Mais en fait, les vêtements de tous les personnages de ce livre ont plutôt une importance parce qu'en fait, Stéphanie Garber, elle note une très grande importance sur le détail des vêtements à chaque fois de Jack et d'Evangeline surtout, mais aussi de Lala, justement. Ouais, de Lala, d'Apollon. D'Apollon aussi, ouais. Oui, c'est vrai que tout le monde de Marisol aussi. C'est vrai qu'il y a une grande description des vêtements, ce qui est assez agréable. Il y en a certains, j'avais vraiment envie de me... Bah c'est ça, et puis je trouve que ça rajoute aussi au côté féerique, tu vois, du Grand Nord magnifique, c'est qu'en fait, on te décrit que toutes les femmes, elles ont des beaux cheveux, des belles robes, avec des dorures, des paillettes, des machins, et qu'en fait, ça multiplie ce côté fantastique, et c'est trop beau, t'as envie d'y être, quoi, tu vois. Puis des trucs un peu magiques, quoi, enfin une robe qui te donne l'impression d'avoir été une pierre, je sais pas, genre dans la réalité de notre monde, comment tu ferais ça, tu vois, quelque chose du plat, enfin je sais pas trop, mais ça donne un côté un peu... ouais, comme si la robe elle était magique aussi, quoi, un peu ensorcelée. Elle arrive donc à cette nouvelle arche. En fait, on va voir au fur et à mesure que c'est un peu un moyen de se déplacer là-bas et que ça, au-delà de ça, une vraie histoire dans le Grand Nord Magnifique, les arches. Mais ça, de toute façon, on le verra plus en détail après. Et donc, elle arrive à cette arche et elle passe dessous. D'ailleurs, je crois que c'est cette première arche où, quand elle arrive, elle croise un garde. Un garde, ouais. Avec un casque en bronze. Oui, et le mec, il est vraiment détente, hein. Il lui parle... Bon, après, elle est personne, mais c'est vrai qu'il lui parle vraiment... Puis t'as l'impression qu'il y a personne d'autre autour. Qu'il y a que elle et lui. Genre que quand il se retrouve... Enfin, il la croise et que genre... personne d'autre le voit, ce mec, tu vois. Enfin... Ouais, alors moi j'avais l'impression qu'elle arrivait vraiment seule dans cet endroit et qu'il y avait le garde qui gardait la porte. Et mais sachant que Marisol sortait vraiment de son rôle, quoi. Marisol n'est pas là parce que parce qu'il y a que elle les n'est pas invitée. Ouais, il y a que les prétendantes qui sont invitées. C'est ça. Ouais, du coup. Mais moi j'avais l'impression que le mec qui gardait la porte, que genre son rôle c'était de vérifier que seuls les invités passaient, que elle est toute seule. Et que le gars il sort complètement de son rôle, enfin vraiment comme si le videur de la boîte de nuit il commence à te taper la causette alors que c'est un événement un peu... Oui, ou comme si c'était un garde... Ouais, un garde à Buckingham Palace, là, qui arrive et qui te met à fumer sa pause club avec toi, et t'es là en mode... Pardon. Et c'est quand même un détail qui est important à noter, que elle parle de son casque de bronze. Ouais. Et que, pour l'instant, c'est pas ce que ça veut dire, mais elle, ça la perturbe quand même. Elle se dit... il est bizarre, son casque. Je sais pas, il est bizarre, ce garde, un peu. Ouais, ce garde, il est chelou. Mais donc, elle passe l'arche et cette fois, encore une fois, les pierres lui parlent, enfin les sculptures lui parlent, et ils lui disent « Nous sommes si heureux de vous avoir trouvé ». Et donc là, elle se dit, elle capte pas encore, hein, mais elle se dit quand même... c'est marrant, toutes ces serrures qui me parlent, c'est très magique et tout. Elle se dit, oh, peut-être que on leur glisse un petit truc à l'oreille à chaque personne qui passe, un truc différent, tu vois. Oui. Enfin, en fait, elle naïvement, elle y prend pas plus... Ouais, en fait, elle dit que tout le monde entend des trucs quand ils passent les arches, quoi. Oui, c'est ça. Après, il faut dire qu'avec toutes les histoires du Grand Nord et tout, ça la surprend pas plus que ça, en fait. Mais elle se dit, tiens, c'est drôle quand même qu'ils me disent ça, enfin, comme s'ils me cherchaient, quoi, tu vois. Oui. Sachant qu'on vous a pas dit, mais en fait, le Grand Nord magnifique, c'est un endroit de contes et de légendes où en fait les histoires ne peuvent pas sortir telles quelles du Grand Nord, et du coup tout ce qu'elle en a entendu à Valanda ce sont des versions qui sont déformées, qui ont été refaites, etc. Et du coup ça donne quand même à l'endroit tout un aspect très mystérieux, très mystérieux. Ouais, mystique, ouais. Ouais, mystique. Enfin, un vrai... Enfin, ouais, comme un conte de fées, quoi. En fait, comme une légende, en fait. On sait jamais trop ce qui est vrai et ce qui est faux, quoi. Exactement, comme une légende. Mais après, on le voit beaucoup plus dans le tome 2. Alors, c'est vraiment pas un spoil, hein. Mais dans le tome 2, comme il passe beaucoup de temps aussi là-bas,
Enfin, disons que après elle passera vachement moins de temps à Valanda de toute façon. Oui. Enfin voilà, on s'en doute. En fait, on va apprendre beaucoup plus sur ces histoires dont on ne connaît pas la fin et que en fait, il y a beaucoup d'histoires dont soit les personnes sont brouillées et quand ils racontent l'histoire, au bout d'un moment, n'arrivent plus à se souvenir de la fin parce que c'est ensorcelé, soit que la fin change à chaque fois ou que les livres même ont tendance à changer les mots au fur et à mesure que tu les lis. Toutes ces choses qui en fait font qu'il y a des légendes qui sont créées et qu'on connaît jamais trop la vérité et la fin de l'histoire en fait. Parce qu'ils n'arrivent jamais à finir ces histoires. Elle arrive dans cette soirée et elle voit l'arbre phénix royal, qui est un arbre fait de feuilles d'or qui met 1 millénaire pour arriver à maturité. Sachant qu'il y a une malédiction sur cet arbre qui fait que donc, les feuilles se transforment en or au fur et à mesure et que si on cueille une feuille avant maturation complète de l'arbre, il brûle en entier, tel un phénix. Et ensuite il renaît de ses cendres pour recommencer un nouveau millénaire. Voilà, vraiment, ça vaut pas le coup quoi de prendre une feuille. Voilà. Donc ça aussi, détail qui a son importance mais qui ne joue pas... C'est pour ça que je disais que je pense qu'elle a écrit toutes les histoires avant d'avoir publié le premier tome, c'est qu'en fait ça a une importance plus tard, dans les autres tomes. Ouais, parce que du coup moi j'avais pas noté, ouais. Mais j'ai quand même noté une entrée. Mama, le mec il est dans un arbre carrément, parce que qu'est-ce qu'il y a dans cet arbre ? Apollon, le prince. Qui est en train de se faire portraitiser. Il est en train de se faire peindre. Un portrait. Il est en train de se faire peindre, quoi, grosso modo. Et d'ailleurs, Évangeline, quand elle le voit, au début elle le voit pas, et après elle lève la tête et elle le voit. Et d'ailleurs, elle se dit, oh c'est drôle, il a une posture très particulière, on dirait presque qu'il est en train de poser. Et après, elle voit le peintre et elle dit, ah oui, c'est parce qu'il est en train de poser, justement. Il se fait poser le portrait, le mec, à sa propre soirée, y a pas de souci. Donc, sachant que c'est son premier contact avec le prince, donc en gros, le mec, il fait sa petite soirée pour rencontrer ses prétendantes, mais il va pas les accueillir. Ouais, non, il se fait peindre. Il se fait peindre. Comme un dieu grec sur son arbre. Voilà, perché sur son arbre. Il porte bien son nom, que veux-tu. Voilà. Et donc là, elle est dans la soirée, et elle rencontre une femme, assez sympathique, somme toute. Mais qui, surtout au début, elle se dit... elle voit en fait, personne n'ose trop lui parler, elle est un peu isolée, et elle voit au loin une fille qui est un peu toute seule comme elle, et elle se dit, putain... Elle a l'air stylée, cette meuf. En même temps, faut dire sa description, genre, elle a une espèce de dragon qui court sur tout son corps, en tatouage, et une robe rouge fuselée. Cheveux, ouais. Ça a l'air sublissime. La description est incroyable. Ouais, elle a l'air magnifique. Elle a l'air sublime, ouais. Et donc cette fille lui dit que Apollon et son frère Tibère se sont un peu brouillés, genre ils se font un peu la gueule. Et on sait pas trop pourquoi, mais mon petit doigt m'a dit à ce moment-là que ça aurait une importance pour la suite. Oui, on en reparlera après de Tibère, parce que là on a juste ce détail-là, en fait, que Apollon a un petit frère. Mais à part ça, en fait, à part le fait qu'il soit brouillé, on n'a pas plus de détails que ça. Ouais, parce qu'elle lui pose la question, Évangeline, et cette fille lui dit... je sais pas trop, ouais. Juste il est pas là, quoi. Et à ce moment-là, je note chapitre 12, parce que là aussi elle commence à se demander, donc elle voit Apollon et elle commence à penser un peu à Jack. Et elle se dit, ce serait bizarre qu'il soit... Enfin, tu vois, genre... peut-être qu'il va venir, je sais pas. Elle commence à se poser la question, elle se dit, il me semble qu'il est dans le nord, et puis comme j'ai mes cicatrices qui brûlent un peu une fois de temps en temps, je me dis peut-être qu'il est pas loin, tu vois. Et du coup, j'ai marqué chapitre 12, elle a complètement oublié Luc, elle pense qu'à Apollon et Jack. Clairement. Ouais, là, mais vraiment, là, dans le livre, on n'entend plus parler. Il y a plus son nom, Alors que c'est quand même le mec pour qui tout a commencé, quoi. Moi, j'ai trouvé ça hyper frustrant. C'est comme si tu faisais tout ça pour ton amour de lycée, parce qu'il a couché avec Vanessa, et tu te rends compte que, en fait... finalement il est pas si beau et le mec d'à côté est encore mieux, donc sachant qu'il y a genre 54 chapitres dans le livre, au bout du chapitre 8 elle l'a oublié, quoi. Ouais, voilà. Vraiment, mais vraiment, moralité, ne faites pas des pactes avec le diable pour un mec qui n'en vaut pas la peine. Ouais, c'est clair. Pour un mec tout court, ils n'en valent pas la peine, point. Sauf peut-être vos papas s'ils sont sympathiques. Voilà. Le mien, il vaut la peine. Il y a quelqu'un au pied de l'arbre qui bouffe encore des pommes. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais Jack a une fâcheuse tendance à bouffer des pommes tout le temps. Et je ne sais pas pourquoi. Et c'est hyper frustrant.
Et t'as pas trouvé la réponse? Non, j'ai pas trouvé la réponse. En fait, justement, on en parlera après, mais à un moment, il y a un personnage qui lui explique pourquoi. Je pense que tu peux voir de quoi je parle. Qui lui parle des fatalités et on en reviendra après. Ouais. Qui lui explique pourquoi, mais c'est sous-entendu. Elle lui dit pas Jack il fait ça. Elle lui dit moi je fais ça. Et du coup, c'est pareil pour toutes les fatalités. Mais c'est... Ah, purée, ben, on en parlera après. Voilà. J'ai pas saisi. Mais moi j'avais compris que c'était... Enfin voilà. Et en fait, j'ai regardé du coup sur un forum parce que je me posais la question. Parce que aussi, il faut savoir que Jack bouffe des pommes tout au long du livre. Et que les pommes changent de couleur. Donc je les ai notées en fonction des endroits. Après je sais pas encore, je me suis pas trop penchée sur la question à savoir si c'était un lieu, une émotion ou quoi. Ça change de couleur. Donc j'ai vu un forum qui disait que en fait, donc c'était un repost de X où en fait quelqu'un posait la question en anglais, mais pourquoi en gros Jack mange toutes ses pommes et tout. Et quelqu'un lui répondait que Stéphanie avait précisé que c'était noté dans le livre, que ça sous-entendait machin et tout. Et elle a confirmé en disant I did. Donc oui, je l'ai dit, tu vois. Ouais. Donc en fait, elle l'a jamais vraiment dit explicitement, mais elle le sous-entend qu'en fait, elle l'a pas précisé parce que c'était censé être compréhensible d'après elle dans le livre. Ok. Donc voilà. Ouais. On en reparlera après. Oui, mais voilà. C'est bon, je vois. Mais en tout cas, là, il est adossé à un arbre et il mange une pomme dorée, il me semble. Je sais pas si t'as noté. Une pomme d'or bruni. D'or bruni. Voilà. Parce que la première pomme, c'est quand il est à Valanda. C'est une pomme blanche avec un jus rouge sang. Ah oui, c'est vrai, j'avais quand ils sont dans l'église, en fait, la première fois qu'ils se voient. Et quand elle arrive dans le Grand Nord et qu'ils se voient la première soirée, c'est une pomme d'or bruni. Et elle se rend compte d'ailleurs que ce beau blond aux cheveux d'or s'éteint les cheveux. Qu'à ce moment-là, il a les cheveux bleus. Bleu nuit. Ce qui doit être joli aussi, mais... Pourquoi pas. Après, je pense qu'il s'éteint les cheveux pour peut-être cacher son identité de fatalité. Bah peut-être. Sûrement. En tout cas... il est là et clairement on sait qu'il a pour foutre la merde quoi. Bah comme d'habitude hein, de toute façon quand il arrive c'est pas bon signe. Non mais vraiment il y a une phrase, j'étais vraiment en mode mais il va falloir m'expliquer. Il y a écrit une espièglerie sournoise adoucissait ses atours. Explique-moi comment une espièglerie sournoise ça t'adoucit. Non, ça te rend juste désagréable. Bah en fait Evangeline tout au long du truc elle est trop charmée par ce mec mais en même temps elle y peut rien. Mais oui, non, elle peut rien. Mais la fatalité, quoi, c'est... Vraiment, j'étais en mode, mais comment? Pourquoi? Est aussi charmant. Elle essaye toujours de trouver des explications, alors qu'en fait, vraiment, il y en a pas, quoi, genre... ça n'explique rien. Et du coup, à ce moment-là, elle est toujours avec cette fille trop stylée, et elle voit Jack, et elle lui dit « Oh mince, mais tu le connais ?» Et elle est là en mode oui, et elle lui apprend qu'en fait, apparemment, Jack aurait le cœur brisé à cause de Donatella. Et du coup, là, Evangeline, elle se dit, moi, j'y crois pas trop qu'une fatalité comme Jack, elle se fasse briser le cœur par une humaine. Genre, je vois pas à quel moment, tu vois. Surtout que le mec a l'air complètement détaché, il a l'air d'avoir rien à foutre de personne. Expliquez-nous. Puis il est censé avoir déjà, sa malédiction, c'est qu'il est censé avoir le cœur brisé. Et qu'il faut qu'il embrasse une fille pour que son cœur se remette à battre. Pour qu'il trouve en fait son unique... je sais plus comment seul et unique amour. Son seul et unique amour, ouais. Donc on est là, mais pardon, comment... il a déjà le cœur brisé, elle est hyper jeune. A priori, ça fait hyper longtemps qu'il se fait briser le cœur, ça peut pas être Donatella. Enfin, il y a... Ouais, c'est ça. On se dit, il y a vraiment un truc qui bug, quoi. Puis après, moi, c'est à ce moment-là où aussi... je savais la suite, mais genre, j'étais là en mode... tu te poses un peu la question, tu te dis... Et puis comment deux meufs comme ça, sorties de nulle part, elles tuent des fatalités, genre. Oui. À quel moment? Là, elle va voir Jack, du coup. Ouais, enfin, Jack... Enfin, ils se rapprochent, quoi. Les deux, ils vont se voir. Sauf que lui, il est un peu trop proche d'elle, quoi. Ouais, j'ai noté qu'il devenait vraiment entreprenant, hein. Oui. Et devant tout le monde. Oui. J'étais en mode, mais what the fuck. Le mec n'a aucune gêne. Aucune. Elle est là pour essayer de séduire un prince et le gars il fait comme si c'était... Comme si c'était sa meuf à lui, quoi. Ouais, clairement. Puis alors vraiment, mais sans aucune gêne. Là. Voilà. Je crois qu'il la prend dans ses bras et tout, enfin c'est... Ouais, il lui susurre à l'oreille. Enfin en fait, il discute avec elle, mais de manière à ce que les gens pensent qu'ils vont s'embrasser et qu'ils sont très très proches, quoi. Ça fait jaser en plus. Ouais. Moi vraiment, ça m'a mise mal à l'aise à sa place. Je me suis dit, il y a un mec que je connais genre... pas très bien, tu vois, qui vient me parler comme ça. Mais après, elle a jamais l'air très dérangée quand Jack s'approche d'elle. Elle est toujours très attirée par lui, du coup. Mais elle a l'air assez peu dérangée de assez peu de choses, finalement. Oui.
C'est... En fait, t'as un peu l'impression que dès qu'un mec peut venir la voir, elle est open, quoi. S'il vous plaît, aidez-moi. Elle est un peu needy quand même, hein. Mais après, quand même, quand Jack il vient la voir, elle est un peu en mode frère, tu fais quoi là? J'essaye de séduire un prince, tu vois pas que tout le monde nous regarde, genre. Enfin, arrête quoi, tu vois, ils vont croire que j'ai. Bah ouais, Enfin, que je veux pas de lui, tu vois, enfin, que je veux pas du prince alors que moi je suis venue pour lui, quoi. Et lui, il lui dit non, mais justement. C'est fait exprès pour que tu deviennes intéressante. Oui, alors il y a d'autres moyens de devenir intéressant, hein. Puis ça va, l'ego quand même, si les gens te voient parler avec moi, tu vas devenir intéressante. Ouais, c'est clair. Mais c'est pas que parler, c'est même flirter. Genre, vu que les gens pensent qu'elle va l'embrasser, et du coup, tout de suite, c'est oh my god, genre voilà. la fille. Enfin, voilà. Alors que le mec, bon, ok, c'est censé. Enfin, personne ne sait que c'est une fatalité. Ok, il est le meilleur ami du prince, mais c'est pas non plus. Bah, après, je pense que. Enfin, le mec. Enfin, c'est pas décrit explicitement, mais je pense que Jack, il est fait pour être charmant, avoir du charisme, être beau gosse. Enfin, tu vois, du coup, c'est un peu le mec, il entre quelque part, en fait, tout le monde le voit, tu vois. Mais ouais. après, c'est aussi son pouvoir de fatalité qui fait ça. Enfin, forcément, t'as tendance à les remarquer plus que les autres, quoi. C'est sûr. Et du coup, il lui dit qu'elle doit embrasser le prince. Et ouais. là, j'ai noté pourquoi je sens que ça va mal finir. Et donc, pour l'obliger, il lui étale du sang sur les lèvres. Et si elle ne fait pas, si elle n'embrasse pas le prince avant la fin de la soirée, minuit, elle mourra. Voilà. Et donc, j'étais là, mais vraiment, autant d'emmerde pour un garçon, la prochaine fois, fais-toi une couleur et chiale devant Orgueil et Préjugés, ça ira bien mieux. C'est clair. Plus que faire des pactes avec des fatalités, quoi. Parce qu'au final, t'as fait ton pacte, t'as pas récupéré ton mec et tu te retrouves à devoir embrasser 3 personnes, dont là, un gars qui, en fait, si tu l'embrasses pas, tu meurs. C'est quand même cher payé pour un mec qui veut pas de toi. Et ben du coup, là, elle se retrouve à aller voir Apollon avec Jack, en fait, qui lui laisse pas trop le choix, grosso modo, il la prend avec elle et il lui dit bah viens ma chérie, c'est maintenant. Et elle arrive dans l'espèce de chambre avec Apollon pour le rencontrer, enfin là où il reçoit les convives pour discuter avec elle, quoi. Bah elle commence, en fait, Jack se fout dans un coin de la salle. Oui, il lui dit attention tu baves quand elle regarde Apollon. J'étais Ouais. là, mais MDR. Tu te prends pour qui? Vraiment. Bah après du coup Apollon porte bien son nom, enfin c'est décrit comme un mec beau gosse, plein de charisme, enfin qui est surtout très confiant, très sûr de lui. Au début il a l'air un peu hautain. Oui, complètement. Puis surtout qui dit que dès cette soirée que en fait lui il cherche pas vraiment une meuf, il fait ça pour respecter les traditions, mais qu'en fait il a pas trop envie de Ouais, il a pas trop envie de quelqu'un, se marier, quoi. Ouais, non. Lui il est bien tout seul. Ouais, il est plutôt chill, mais un peu pédant. Enfin, là, tu saisis un peu pourquoi il est pote avec Jack. Tu te dis si les deux, on a l'impression qu'ils ont un peu le même caractère. Ouais, très sur deux, quoi. Ouais, très sur deux. Et du coup, Evangeline voit que Jack et Apollon sont amis. Enfin, en tout cas, se connaissent bien et traînent pas mal ensemble. Et du coup, elle dit... Apollon lui dit Jack m'a parlé de toi. Elle lui dit Jack t'a parlé de moi, je sais pas quoi, Jack il t'a dit ça et machin. Et du coup, Apollon il prend la mouche. Il est jaloux. Parce que, on parle... et il lui dit d'ailleurs tu parles d'un autre garçon alors que tu viens pour moi. Pour moi. Il est un peu vexé. Donc ouais, là encore une fois, c'est vraiment l'ego, quoi. Genre le mec, il se dit je suis beau gosse, je suis tout, et la meuf elle parle de l'autre, là. Du mec d'à côté, là. Franchement, aucun respect. Et Évangeline est un peu stressée, mais elle finit quand même par l'embrasser parce qu'elle voit que le temps passe et que... Que potentiellement il va la foutre dehors en plus, donc vu qu'il est vexé. Ouais, et du coup elle se dit c'est mon moment, vas-y je le pécho. Et là je me suis dit, le mec il l'embrasse, mais vraiment, il y met toute son énergie sans aucune pression. Il est censé, je sais pas, tu te dis t'es un peu vexé, t'es en train de t'engueuler avec quelqu'un, cette personne t'embrasse, bah je sais pas, t'as un petit mouvement de recul, tu la repousses, t'es en mode wesh, qu'est-ce que tu fais? Là non, vraiment il y va, il go for it, quoi. Et c'est quand même censé être un prince, t'as beaucoup de prétendantes, c'est quoi l'idée? C'est t'embrasses toutes les filles comme ça, qu'est-ce qui se passe? Puis vraiment il se roule la pelle du siècle, quoi, genre... Et là j'ai vraiment écrit pitié, dites-moi que Jax a ce genre de pouvoir, parce que sinon ça n'a aucun sens. Et oui, là on se doute un peu que c'est strange quand même comme ambiance où le mec est à deux doigts de la virer de sa chambre et d'un coup il l'embrasse comme si c'était l'amour de sa vie, quoi. Genre vraiment. Et puis elle-même elle le dit que d'un coup il y a une chaleur qui s'emporte d'eux, qu'ils arrivent plus à s'arrêter, qu'il décolle ses lèvres et qu'elle a envie de recommencer et qu'ils se réembrassent et tout.
et que du coup, bah, il y a quelqu'un qui intervient Oui, pour les éloigner. pour briser ça, quoi. Et c'est Jax. Et c'est Jack. Évidemment, toujours. Toujours lui. Qui passe et qui lui dit bon, je pense que là t'as fait assez de dégâts, on va peut-être y aller. Donc ensuite, donc là c'était la fin du premier bal. Mm. Et le lendemain, il y a un deuxième bal. Qui est le Nocte éternel. Qui est le début du Nocte éternel, effectivement. Et qui normalement, le Nocte éternel est censé durer plusieurs jours, je crois, où il y a plusieurs bals qui ont lieu. Ouais. Et où le prince est censé danser avec plusieurs prétendantes et faire son choix au bout de quelques jours. En fait, il fait son... Enfin, en gros, le Nocte continue jusqu'à ce qu'il fasse son choix. Voilà. Et du coup, ça peut durer des années. Une date de fiançailles, ouais. Ouais, ça peut durer des années s'il a du mal à se décider. Voilà. Et donc là, cette fois, il y a Marisol qui va venir au bal avec lui. Je sais plus s'il se passe un truc entre les deux balles. Je pense qu'elle rentre chez elle et il me semble qu'il y a juste un papier qui sort du journaliste. Rien du tout sur Apollon, mais qui en fait dit que Évangeline et Jax, ils savent pas que Jax c'est une fatalité, mais du coup qu'ils ont vu Évangeline avec un mec assez proche, et qui se disent c'est bizarre quand même cette histoire, enfin qu'est-ce qu'elle fout avec un mec quoi. Voilà, mais c'est juste ça en fait. Oui. Et au final, elle dit qu'elle est surprise parce que elle a l'impression qu'il s'est passé un truc de ouf avec Apollon et au final personne n'en parle. Donc elle comprend pas pourquoi. Comme si vraiment c'était rien du tout. Et donc là, je me suis dit, ça se trouve, il fait ça avec toutes les filles. Mais le goujat. C'est vraiment exactement, c'est vraiment un goujat quoi. Le gars, il teste, il embrasse au hasard là. C'est laquelle qui embrasse le mieux. Vraiment un goujat. Du coup, il y a ce nouveau bal et j'étais en mode, mais encore un bal où elle doit y aller. Ah oui. Si entre les deux, en fait, elles vont se balader dans la ville. Ah oui. Et elles vont chercher notamment des sucreries, des trucs brûlés par des pommes d'amour brûlées par les dragons là. Et Marisol part de son côté pour aller chercher des livres de cuisine. Et Évangeline se retrouve devant une boutique où elle voit un livre qui l'intéresse, qui est le conte de l'archer et du renard. Qui est un conte que sa mère lui racontait quand elle était petite. Mais où la fin, donc comme tous ces contes du Nord, là, comme on vous a dit tout à l'heure, la fin a été très déformée. Et du coup, c'est l'histoire d'un archer et d'un renard. Et si je me souviens bien, ils sont amoureux. Je ne sais plus très bien comment. Et la fin du conte est tellement déformée qu'on ne sait pas si à la fin ils se retrouvent ou si l'archer tue le renard. Voilà, c'est ça. Et en fait, après, on en sait plus tard sur ce conte dans les autres livres. Du coup, c'est pour ça que je veux pas trop détailler, parce que moi, je connais l'histoire, du coup. Donc, je veux pas te... Non, me spoil pas. Mais donc, en fait, ce truc de la balade de l'archer et du renard, ce nom de livre revient assez souvent dans le bouquin. Enfin, en fait, elle en parle assez souvent en disant que c'est vraiment un conte qui l'obsède, parce que c'est sa mère qui lui racontait, et qu'elle aimerait beaucoup savoir la fin. Donc, elle se retrouve devant cette boutique où elle voit le livre en vitrine. Elle aimerait bien y rentrer, sauf que c'est fermé, et ça a l'air d'être fermé depuis un bout de temps. Et à ce moment-là, elle recroise un garde... Mais avec toujours le même, avec son casque de bronze. Et qui, encore une fois, lui parle vraiment sans pression, comme si... Oui, et puis pareil, ils se retrouvent encore que tous les deux, et genre, il y a personne d'autre dans la rue, quoi. C'est un peu bizarre. Archi bizarre. Et où le gars lui dit que c'est fermé depuis très très longtemps, et je sais plus trop. Et puis après, je sais plus, il lui dit genre, fais attention de pas rentrer trop tard, je sais pas quoi, parce que les rues, la nuit, bon, ça craint un peu, quoi. Et au moment où elle se retourne, je sais pas quoi, le mec a disparu. Et en fait, elle se rend compte que d'un coup, il fait nuit et que vite, il faut qu'elle rentre chez elle. Ouais. Et donc là, c'est l'heure où elle se prépare et où elle va au Nocte éternel. Exactement. Et donc là, j'ai enfin noté que quand même, c'est encore un bal où elle doit porter une robe qui la représente en statue. Et vraiment, ça suffit. C'est pas la seule chose qu'a fait cette fille. Enfin, c'est peut-être le truc que tout le monde retient, mais elle a d'autres choses. Enfin, on pourrait peut-être lui mettre une robe, je sais pas, jaune à paillettes. Enfin... un truc un peu funky, autre qu'une robe de statue. Et Marisol, je crois, a une robe qui la représente en mariée maudite, je crois, avec des fleurs et tout. Ah non, en gâteau. C'est une robe en gâteau. Oui, parce que c'est Évangeline qui a une robe avec des fleurs, et justement, quand elle part pour le Nocte, il y a ce truc de... déjà, dans la journée, elle apprend que apparemment Marisol, elle serait allée acheter de quoi préparer des potions, je sais pas quoi. On l'apprend pas plus tard, ça ? Non, c'est là. Et en fait, on en entend parler, mais très vite fait. Genre, il paraîtrait qu'elle serait allée chercher des potions, je sais pas quoi. Et Évangeline, elle est un peu là en mode pourquoi elle achèterait des potions. Enfin, bref, on s'en fiche. Surtout qu'on dit plusieurs fois que Marisol, elle déteste la magie, ça lui fait peur, ça la met mal à l'aise.
Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est parce qu'elle voit que c'est des dragons qui sont en train de faire des pommes d'amour, qu'elle s'en va. Parce que ça met trop mal à l'aise. Ça la perturbe. Et après, je sais plus si c'est là la robe de Évangeline avec les fleurs. Je pense que c'est celle-là, non? Tu sais où... Ouais, les fleurs qui montent comme un mur, comme si elle était encore un... Ouais. Un truc, enfin une statue avec des fleurs qui montent dessus, quoi. Et que Marisol, justement, je sais pas, elle lui fait un câlin, et au moment où elle lui fait un câlin, elle s'accroche dans une fleur et elle en détache une sans faire exprès. Il commence à y avoir des trucs où tu te dis, putain, Marisol, elle est quand même... Elle est pas nette. Enfin, elle est très maladroite, cette fille. Ouais, moi j'ai noté, j'ai l'impression qu'elle est pas aussi nette qu'on veut nous le faire croire. Oui. Et du coup, elle arrive encore une fois sous l'arche, enfin, elles arrivent toutes les deux sous l'arche du Nocte éternel, où cette fois elle voit des statues, une statue d'un marié et une statue d'une mariée, dont le visage change à chaque passage de fille. Oui, pour prendre le visage de la fille en question. Voilà. Et encore une fois, là j'ai pas noté exactement quoi, mais quand elle passe sous l'arche, elle entend encore... Encore des petites voix qui disent toujours un peu la même chose. J'ai pas noté exactement quoi, mais c'est toujours on est content de vous avoir retrouvé, enfin vous êtes là, libérez-nous, c'est toujours un peu ces trucs-là qui reviennent. Ouais. Et là on arrive du coup donc dans ce bal. Elle retrouve la fille du premier soir. Qui est toujours aussi splendide, je me souviens plus de sa robe exactement, mais c'est magnifique. Pareil, elle la redécrit et c'est un truc trop stylé. Et qui dit que elle aussi elle est là pour tenter sa chance avec le prince. Et on voit Apollon arriver déguisé en archer. Yes. Et nous rappelons quand même que le nom de notre héroïne principale c'est Évangeline Fox. Qui veut dire pour les noms anglophones, Chloé on pense fort à toi, renard en anglais. Voilà, donc encore une allusion à cette balade. À l'archer et au renard. Et puis même au tout début du livre, il y a un moment, je l'avais noté, mais elle porte une robe avec des renards dessinés dessus, et Jack quand il voit la robe, il est un peu en mode bizarre. Ouais, et c'est vrai, parce que je m'étais fait la réflexion que j'aimerais bien une robe avec des petits renards dessinés dessus. Voilà. Ça avait l'air extrêmement mignon. Pendant ce nocte, du coup, le prince débarque et Évangeline, elle se dit il est là pour moi, quoi. Il va carrément danser avec elle, puis en plus, c'est le personnage principal. Enfin, évidemment qu'il va se passer des trucs avec le prince. Bien sûr, et puis, je veux dire, le bisou de la veille, ça veut pas rien dire, quoi. Il s'est vraiment passé un truc. Et donc le prince arrive et dit que il est censé inviter 5 filles, mais qu'en fait ce soir il ne veut danser avec qu'une seule d'entre elles. Et du coup Évangeline s'avance en se disant que c'est elle, bon, quoi. C'est son moment. Et en fait il lui passe devant et il va voir une autre. Vraiment j'étais outrée, j'étais pardon. Mais que se passe-t-il? Ouais, et donc là tout le monde se fout de sa gueule. Évidemment. Et elle est là en mode merde. J'avais pas compris. Je pensais que tu parlais de moi. Oups. Donc il danse avec Sophie, je sais plus qui c'est pas Serendipity? Non, peut-être. Oui, ça doit être elle. Serendipity, ouais. Et bref, il danse avec elle. Elle a grave le seum. Ouais, et du coup elle se barre et elle va chercher un verre. Et en fait, au milieu de la danse, elle entend quelqu'un arriver derrière lui qui lui parle. Et elle se dit, qui vient me chercher des noises encore, tu vois, alors c'est bon. Qui vient me saouler. Et en fait, elle se rend compte que c'est Apollon. Et là, qu'est-ce qu'il fait Apollon? Il fait la demande en mariage la plus claquée au sol de l'histoire de l'univers. Vraiment. Donc déjà, j'étais pardon, donc du coup, je vous le dis, il demande Évangeline en mariage en disant oh là là, j'aurais pas pu danser avec toi parce que je n'aurais pas pu attendre la fin de la danse pour te faire ma demande. Donc voilà, le mec se met à genoux. Et j'étais pardon, ils se connaissent à peine. Enfin, il aurait pu danser avec elle, manger avec elle, faire 2-3 dates, l'inviter au ciné avant de lui demander sa main, mais bon, passons. Et puis, la demande est claquée au sol. Elle est nulle. Parce qu'elle dit, je croyais que vous n'invitiez qu'une seule femme à danser ce soir, et il lui dit, je m'en serais passé, mais il existe une loi malheureuse qui m'oblige à inviter au moins une fille. Je vous l'aurais bien proposé, mais je savais que si vous étiez dans mes bras, je ne parviendrais pas à tenir toute une danse avant de faire ça. Il pose un genou à terre, et tac tac tac, il lui dit « Je vous veux, Évangeline Fox, je veux vous écrire des ballades sur les murs de Wolf Hall, graver votre nom sur mon cœur entre 2 épées, je veux que vous soyez ma femme, ma princesse, ma reine, épousez-moi Évangeline et laissez-moi tout vous donner. » C'est claqué, je suis désolée, c'est nul. Alors pardon, mais graver son nom entre 2 épées, c'est un tatouage qui va faire. Son cœur. Imaginez la tête de tatouage. Mais quelle angoisse! Quelle angoisse! Vraiment, mais ne faites pas ça. Dylan, si tu m'entends, ne fais pas ça. Ça a l'air horrible.
Et puis vraiment, graver ton nom, t'écrire des ballades, machin. Ah, mais non! Bah, c'est vraiment, il a sorti les violons, quoi. Ah, mais vraiment, c'est nul, quoi. Mais c'est là que tu te dis que tout ça c'est bizarre quand même. Mais vraiment, j'étais en mode, mais c'est impossible! Genre vraiment, t'as l'impression d'être dans le conte de fées que Évangeline veut, tu vois. Mais clairement. Mais en plus, pas un bon conte de fées. Non, un truc un peu chelou, quoi. Enfin... Ouais, moi j'étais vraiment en train de me dire, mais vas-y, si elle est en train de me faire un livre pour ados tout pété là. Je comprends pas comment elle aime autant. Vraiment, ce type est. Enfin, il était détestable il y a 5 pages, là il devient sympathique. J'étais en mode, mais c'est quoi ce bazar? Ouais, le mec, tu sais pas où il va, quoi. Non, clairement. Et en plus, il l'appelle Moncler. J'étais vraiment. Il la connaît pas. Enfin, pourquoi tous les hommes de cette planète, décidément, appellent Évangeline par des petits surnoms mignons? Je sais pas. Ouais, non, mais c'est clair, ils se permettent tout. Tous les gars là. Ils se permettent tout. J'étais vraiment. Mais non, enfin. On n'appelle pas les gens mon cœur, ma chérie, machin, au bout de 3 secondes là. Oh, on est où là? Du coup, il y a Marisol qui vient voir. Bah, elle se réveille le lendemain à l'auberge. Ouais, et il y a Marisol qui vient la voir et qui lui dit oh, la demande du prince est la chose la plus romantique que j'ai jamais vue. Et là, vraiment, j'étais, mais pardon! Bah, il a dansé avec une autre meuf. Et puis sa déclaration, elle est nulle à chier, je suis désolée. Et à ce moment-là, Évangeline, elle dit que Marisol, elle a la voix aiguë, elle tremble des mains, et que elle se dit non, mais ça doit être parce que c'est l'excitation, et puis un petit peu le fait que elle est deg pour elle. Enfin, en fait, Marisol, elle aimerait bien avoir ça aussi, quoi. Ouais, ça lui rappelle qu'elle a perdu son amour aussi, parce que mine de rien, pour le moment, on se dit que sa mère, ou Luc, il s'est foutu d'Évangeline, ou la mère de Marisol, elle a manigancé quelque chose pour que Marisol soit avec Luc, mais grosso modo, Marisol, c'est de toute façon une victime de cette affaire, quoi. Donc Bichette, c'est... Pour elle, c'est difficile. Bah ouais, c'est triste pour elle, quoi. Et à ce moment-là, du coup, moi j'ai noté un détail que t'avais peut-être pas forcément capté à ce moment-là, mais qui revient après, et que je pense que t'as capté plus tard après, peut-être. Mais Marisol, elle arrive avec une tasse de thé. Et donc elle lui sert une tasse de thé, et en fait, quand Évangeline la boit, elle dit que le thé, il a un goût de larmes et de sel. Oui. Et sur le coup, ça veut pas dire grand-chose. Non. Mais en fait, dans l'histoire, après... Ça va avoir du sens. Oui. Mais oui, c'est vrai. J'avais pas fait attention sur le moment. Parce que elles reçoivent une gazette et je ne sais plus ce qu'elle dit parce que j'ai écrit et sur un nouveau twist journalistique, elles emménagent au palais. Vraiment, c'est les gossips qui font avancer cette affaire. Oui, mais je pense que tout ce qu'il y a écrit. J'ai à peu près, parce que moi j'ai entouré le chapitre 22, 23, 21, 22, 23, 24, donc je pense que c'est 4 chapitres qui sont très courts. Et j'ai noté, le mec est beaucoup trop à fond, c'est louche. Je pense que c'est Mais en gros, je crois qu'en gros, il y a un truc comme quoi ils craignent pour la sécurité d'Évangeline. Oui, c'est ça. Et du coup, Apollon, il est en panique et il dit ok, t'aménages avec moi, comme ça, tu seras gardé au palais. Il t'arrivera rien, c'est sûr. En fait, dans le journal, il y a Christophe qui a fait l'annonce qu'ils sont fiancés. Et que du coup, potentiellement, ça va attiser les jalousies des autres concurrentes. Et du coup, Apollon débarque à l'auberge, alors que la meuf, elle s'est réveillée depuis 5 minutes, elle est encore en pyjama, quoi. Il est là en mode « Oh mon dieu, Évangeline !» Oh mon dieu Ouais, non, clairement, il est beaucoup trop à fond. Et même quand elle arrive au palais, elle a sa robe de mariée. C'est Apollon qui a choisi sa robe. Encore une fois, on est où là? Ah oui, je me souviens. Elle peut même pas choisir sa propre robe de mariée. Ouais. Mais quelle angoisse. T'imagines si c'est pas la bonne taille? Genre le mec il prend du 36 et toi tu rentres pas dedans. Ou pire, il prend genre une énorme taille et toi t'es en mode Je crois que tu t'es trompée de personne. Non mais quelle horreur, t'imagines? Il prend une robe mouchoir. Une robe affreuse, tu sais, avec les petits froufrous là, dégueulasse. Non, ça va pas du tout. Enfin bref, moi j'étais outrée qu'il ait choisi la robe de mariée d'Évangeline. Alors certes, elle a l'air stylée, elle a des petites ailes dans le dos, elle est en plumette et tout, ça a l'air beau, hein. Mais elle aurait pu au moins choisir sa robe, enfin. Et j'ai même noté, mais elle n'a fait aucun choix dans tout ce putain de livre et c'était une idée toute nulle. Oui. Depuis, les choses lui arrivent. Oui. Et c'est vrai qu'elle fait aucun choix. Elle ne fait aucun choix, enfin elle n'a rien choisi, quoi. Non. Elle n'a pas choisi. Tombe dessus, mais quoi. c'est ça, elle a pas choisi d'embrasser Apollon. Elle a été obligée, elle a pas choisi d'aller dans le Grand Nord Maléfique, on lui a quand même un peu forcé la main. C'est là que tu vois qu'en fait tout est manigancé. Ouais. Autour du même point. Mais oui, un point qui vraiment. Un point qui sent la pomme, visiblement. Ouais.
mais qu'on apprend un peu plus tard dans le livre, mais qui surtout se confirme, voire même s'explique plus tard. Ouais. Mais vraiment... Dans les autres romans ensuite. Mais j'étais en mode, mais laissez-la choisir au moins un truc, quoi. Le goût de son gâteau de mariage, enfin, je sais pas, mais laissez-la choisir. Non, c'est Marisol qui va le faire. C'est ça, vraiment. Enfin, je sais pas, mais... Bref. Et après, j'ai marqué, je sais plus, c'était chapitre 25, enfin, je sais plus ce qui se passe, mais genre, j'ai marqué qu'elle avait quand même un bon instinct. Enfin, drôle, mais bon, bref. Parce qu'elle sent que quelque chose ne tourne pas rond avec Apollon. Et en fait, elle capte que l'amour d'Apollon, grosso modo, c'est pas son truc à elle, mais qu'en fait ça vient de Jack, quoi. Ouais, et là j'ai noté, j'avais raison, c'est bien impossible qu'un mec soit aussi maladivement amoureux. Aussi rapidement. Non, il est... Puis surtout qu'il change de caractère, tu vois. Mais complètement. Il est passé de un peu froid, un peu distant, un peu hautain, un peu narquois, à le mec, un gros canard là, à tes pieds. Et puis malaisant. Très gênant, ce jeune homme. Et donc là, Jack avoue à Évangeline qu'il a ensorcelé Apollon. Et donc, soit Évangeline est face à un nouveau dilemme, soit elle brise ses fiançailles et le cœur d'Apollon, et accessoirement, potentiellement, toute la diplomatie entre Valanda et le Grand Nord, hein. Soit Jack, il lève son sort, et du coup, les fiançailles sont rompues. Et là, il n'y a pas de happy end pour Évangeline. Mais surtout qu'il lui dit que si elle décide de briser le cœur d'Apollon, en fait, ça va tellement lui briser le cœur qu'il en mourrait, quoi. Ouais, non mais vraiment, elle est un peu sur un choix, c'est encore, elle se sacrifie pour les autres, ou... Sachant qu'elle, dans sa personnalité, elle déteste voir souffrir les gens, même si, à la base, le problème vient d'un de ses souhaits, elle veut pas faire souffrir les autres, en fait. On sait qu'elle se sacrifie, on l'a bien vu dès le début, là, où elle a préféré se changer entière elle-même, plutôt que laisser tous les autres gens, donc, à part Luc, franchement, et peut-être un peu Marisol, mais tous les autres, elle n'en avait rien à fiche. Elle a quand même préféré libérer tout le monde de leur cercueil de pierre pour... Ouais. Elle se sacrifiait, donc on sait très bien qu'elle va finir par se sacrifier et accepter que Jack lève le sort. Puis là, quand ils sont tous les deux et qu'ils discutent, il lui dit également que clairement, elle est qu'un outil pour lui et que si elle décide de mourir, lui il s'en fout, il trouvera comment la remplacer, quoi. Ouais, qu'elle est très remplaçable. En fait, là, il lui dit clairement que il en a rien à foutre d'elle depuis le début, quoi. Qu'il l'utilise, mais qu'à part ça, il y a rien et qu'il faut pas qu'elle se fasse des illusions, quoi. Que s'il faut la sauver, il la sauvera pas, quoi. Oui, exactement. Elle part quand même sur lever le sort. Et Jack lui dit ok, mais après le mariage. Que après le mariage. Ouais. Et là, on sent que ça va mal finir cette affaire. Parce que forcément, Apollon il va se sentir hyper trahi. Et moi, je me suis dit, il va forcément... ils vont l'accuser de sorcellerie, elle va finir en prison. Ça va pas bien se passer, quoi, cette affaire. Puis surtout, on est là en mode de... on comprend pas pourquoi Jack, il veut annuler après le mariage. Genre, on se doute qu'il y a un truc dont il a besoin. Mais on se dit pas pourquoi... si t'es ok pour l'annuler, pourquoi forcément après le mariage, tu vois. Ouais, j'étais en mode, est-ce que c'est un jeu cruel? Est-ce que t'as vraiment besoin qu'elle soit mariée? C'est quoi le bail? T'as besoin de pouvoir rentrer au château? A priori, t'es pote avec le prince, donc ça devrait aller. C'est quoi l'idée? Quels sont tes bails, Jack? Et lors de cette soirée aussi, Évangeline voit Jack parler avec Marisol. Et il dit à Évangeline, justement, en parlant de ta demi-sœur, elle lui dit je t'ai vu avec elle, t'approches pas d'elle. Et lui il lui dit justement j'allais te donner le même conseil. Et là on se dit quand même vraiment Marisol il y a un truc pas net, quoi. Jack il est en mode elle est super jalouse, elle te veut du mal. Puis ça fait quand même, c'est pas la première fois qu'elle entend ça. Alors elle, à chaque fois elle a beau se dire non mais c'est pas vrai, Marisol elle est pas comme ça. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on lui dit ou qu'on le sous-entend. Et Jack en soi, même si c'est une fatalité et qu'il a pas de cœur, littéralement, on voit pas pourquoi il mentirait. Ouais. Il lui ment jamais au final. Il lui dit pas forcément la vérité, mais il lui ment jamais non plus, tu vois. Non, il lui ment pas, et puis en plus on se dit, en vrai, il a pas d'intérêt à éloigner Évangeline de sa demi-sœur. Bah oui. Parce que c'est pas, a priori, c'est pas un obstacle pour elle et pour... A priori, y a rien, donc s'il lui dit ça, il y a peut-être quand même une raison. Et donc, il y avait Christophe Clénier. Oui. J'adore les noms. Vraiment.
qui avait publié dans la Gazette que Marisol avait été vue donc dans une boutique de Ouais, sorts c'est ça, ouais. et que c'était vraiment pour lui faire du mal. A priori, il était ressorti dans la Gazette du Nord que Marisol était la mariée maudite. Jusque-là, les gens du Nord le savaient pas. Ouais, voilà. Et donc, elle a son aura de mariée maudite. Et elle en joue un peu auprès d'Évangéline en disant qu'elle est super triste, qu'elle veut plus montrer son visage en public, enfin que voilà, bref, tout ceci est bien mystérieux. Voilà. On va s'arrêter là pour le moment et du coup, si ça vous a plu, je vous invite à écouter la partie 2. Merci beaucoup.